C'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux devant votre petit écran et bien pour une nouvelle aventure Fusion Light. Et aujourd'hui, pour vivre des moments intenses, nous avons choisi pour vous un artiste, et oui, je le dis encore, qui ignore encore ce fameux problème de la société camerounaise des droits d'auteur. Eh bien oui, ce président qui a été contesté, on l'a choisi aujourd'hui uniquement pour vous, pour être notre invité d'honneur. À tout de suite. Salut chers téléspectateurs et merci de vivre ces moments intenses avec nous. J'ai à ma gauche Ramata, tout en beauté, vous allez bien? Oui, je vais bien Sandra, et toi? Ça va très bien, merci. De quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler de cet outil qui est un téléphone cellulaire, donc je vais vous parler un peu plus en détail de ses effets néfastes. Très intéressant. Hawa qui est de l'autre côté, à côté de le tigre. Bonjour Hawa. Bonjour Sandra. Qu'est-ce que vous nous apprenez là? Moi, je vais vous parler du drame tragique qui a eu lieu récemment en Guinée qu'on a créé à la plage Rockban. Éventuellement, je rentrerai plus en détail. Et surtout un monsieur qui est toujours chanceux, toujours bien encadré. Qu'est-ce qu'on découvre avec vous, le tigre? Aujourd'hui, Sandra, nous parlerons de la prolifération des divorces dans les couples de la diaspora africaine. Soyez scotchés. Très intéressant, voilà. Et puis, je l'ai dit aujourd'hui, notre invité spécial, vous pouvez l'imaginer, il s'agit bel et bien de Prince Daddy Eyango, qui surtout, malgré toutes les difficultés qu'il a vécues avec la SOCAM, il n'est point ébranlé. C'est certain, cet homme, il cartonne et surtout, il nous revient avec beaucoup d'énergie. Le Prince des Montagnes qui se trouve ici pour une tournée nord-américaine. Voilà, on parlera de tout ça. Les détails, ça sera avec vous et bien sûr nos charmants chroniqueurs. Et tout de suite, je vous demanderai tout simplement de le recevoir comme on le fait aussi bien sur Fusion Light. Prince Daddy Eyango. Bonjour Prince. Bonjour Sandra. Je l'ai dit tout à l'heure, vous venez avec beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie, malgré le problème de la SOCAM qui ne vous a pas ébranlé. Comment vous allez? Bien. Qu'est-ce que vous nous apportez? Tournée nord-américaine, vous n'êtes pas fatigué apparemment? Un tout petit peu quand même, ça commence à durer. Oui. Et bon, j'étais plus habitué, mais ça va. Il y a beaucoup de fun, comme on dit. On s'amuse bien, donc ça va quoi. Surtout qu'il faut souligner, la tournée nord-américaine, elle est bien entendu effective depuis bientôt un mois. Oui. Alors, les impressions? Ça se passe très bien. Ça fait toujours plaisir. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, lorsqu'on sort d'un combat comme celui que j'ai connu, oui. Et on se met après en train de chanter avec ses fans, qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est tellement beau, c'est formidable et c'est réconfortant. Beaucoup de détente et surtout un concept qui est original, tournée nord-américaine. Ouais. Jusqu'à date, déjà c'est un ville, c'est un temps on va dire. Oui, tout à fait. Et puis le reste c'est à venir. Il y en a une dizaine encore. Ouais. Une dizaine de villes, wow. C'est impressionnant ça. Par rapport à une tournée comme celle-là, c'est sûr que c'est le Prince qu'on voit en avant. Mais ça prend toute une logistique. Avez-vous des managers? Avez-vous toute une équipe qui vous accompagne? Je dois déjà reconnaître que à mes côtés, vous n'avez qu'à regarder à ma droite déjà. Vous pouvez comprendre, c'est une des personnes ressources. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui ont aidé. Je remercie à travers les médias ici, Magloire Dombe, qui a été très excellent parce qu'on a travaillé très proche depuis quelques 3-4 mois pour mettre ça sur pied. Et il y a beaucoup d'amis et puis les managers aussi, mon entourage et tout. En fait, un artiste doit être bien entouré. Si on n'est pas entouré, on peut pas avoir de bons résultats. Oui, c'est sûr. Donc, je dois reconnaître que j'ai un bon entourage et ça marche bien. On sait que Daddy Eyango, c'est un artiste qui chante depuis une trentaine d'années. Ouais. Vous avez sorti votre premier album qui était Libre Service en 1985. Service libre. Service libre, service libre du temps pour moi, en 1985 qui a marché. Et puis on a connu Consamba, les problèmes, tous les albums qui ont très bien marché aussi. Mais là, vous revenez sur la scène après plusieurs années comme producteur, comme manager, comme homme, je dirais, homme en arrière de la scène. Oui. Est-ce que vous retrouvez le même feeling, la même fièvre que vous aviez au début? Et est-ce que le public aussi, vous sentez cette chimie avec le public? En fait, aujourd'hui, je dois reconnaître quand même que j'apprécie mieux le travail que j'ai eu à faire
je l'apprécie mieux aujourd'hui que par le passé. Quand j'étais plus jeune, c'est vrai que je remplissais les stades et tout ça, mais je ne pouvais pas avoir, je veux dire, ce rapprochement. Ce que je vis aujourd'hui est spécial, parce que pas seulement que ça fait très longtemps, et aussi lorsqu'on chante devant un public qui reprend toutes les paroles. Et une quinzaine de chansons à chaque fois, et chacun s'identifie, chacun se retrouve. Je pense que c'est les meilleurs moments de ma vie que je vis depuis un certain temps, depuis que je suis revenu au devant de la scène, quoi. AF Institut est un centre de beauté multi-ethnique. Notre concept est de créer dans un même espace plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la beauté. Et une autre question aussi, j'ai appris que récemment vous étiez censé être élu comme président de l'association des droits d'auteur, oui, mais que ça a été refusé, je pense, pour... Ça n'a pas été refusé, je suis élu président, parce que je suis président et j'ai fonctionné pendant 6 mois, j'ai géré les droits d'auteur pendant 6 semaines, je crois. 6 semaines 6 semaines. Alors, c'est un problème entre Ndédé Yango, le ministre des Arts et de la Culture. Ce n'est pas les artistes qui ont contesté mon élection, puisque c'est eux qui m'ont donné les voix, mais c'est le ministre des Arts et de la Culture qui a utilisé son autorité et qui a fait ce que j'appellerais l'abus de pouvoir pour contrecarrer le fonctionnement de mon conseil d'administration. Ce n'est même pas, il ne peut pas contester les élections, il n'a pas qualité. C'est une société civile, des droits privés, donc ce n'est pas le ministère, ce n'est pas la fonction publique qui gère une société de gestion collective. Mais comme vous le savez, ça se passe chez nous d'ailleurs, partout en Afrique. Quelqu'un peut se lever un matin parce que je suis ministre et puis je dis ça, vous fermez cette télévision et personne ne me pose des questions. C'est comme on peut arriver aujourd'hui, on dit Fusion Light n'existait plus parce que je suis ministre de la communication. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Ils sont nombreux à attendre la suite justement de ce problème, la SOCAM. Vous l'aurez ici, mais avant, vous savez, Prince Yango, la communauté africaine vit un fléau ici actuellement. Il s'agit du divorce. Donc, assez de couples qui divorcent. On aura assez de détails grâce à Toutou le Tigre. Tout à fait, Sandra. La chronique que je présente aujourd'hui est une chronique qui touche la diaspora en fait. Et pas simplement la diaspora vivant au Canada, mais la diaspora dans son ensemble et pas simplement les quelques communautés. En fait, le problème du divorce au sein des couples de la diaspora est devenu comme une épidémie. On dirait, certains parlent même d'un sport national. Parce qu'il s'avère que, oui, excusez-moi le thème, vous parlez de sport national, parce qu'il s'avère en fait qu'on s'est rendu compte que les statistiques démontrent que de 2011 à 2014, il y a eu 24% d'augmentation de divorce. Un chiffre énorme. Tout à fait, un chiffre énorme. Il y a eu 24% d'augmentation de divorce dans des couples de la diaspora. Et la moyenne d'âge habituellement pour ceux qui divorcent est de 39 ans chez les femmes et de 43 ans chez les hommes. Et il est aussi démontré que les couples, en fait, la moyenne de temps de vie d'un couple est à peu près 12,7 ans. Et il y a même des couples, une proportion qui va jusqu'à divorcer avant la fin de la 4e année de leur mariage. Les causes sont multiples. Déjà, la principale cause du divorce est la transformation du rôle de l'homme et de la femme dans leur nouveau milieu de vie. Aussi, nous avons la pauvreté et nous avons aussi les crises sociales. Donc, au niveau des couples, déjà, il faudrait essayer de circonscrire un peu la chronique. Pourquoi? Parce que les couples, nous avons 3 types de couples dans la diaspora. Nous avons des couples qui migrent ensemble, ça veut dire le monsieur, il arrive avec la dame et peut-être des enfants. Nous avons des couples qui se rencontrent sur place en Occident et nous avons des couples où un partenaire arrive et fait venir l'autre partenaire. Okay. Ça, c'est le plus fréquent, n'est-ce pas? Définitif. Et c'est les 3 types de couples que nous avons. Et au niveau maintenant de la transformation des causes, comme je disais tout à l'heure, la transformation du rôle de l'homme et de la femme dans les foyers, nous allons commencer un peu par le rôle de la femme. La femme, dans un foyer, elle arrive en Occident, elle arrive dans une société qui lui donne l'impression que l'homme, en fait, on n'a pas besoin d'un homme quand on a une femme qui travaille. Déjà, c'est très loin. Et qu'une femme qui travaille, ça, c'est quelque chose de très loin. Je pense que nous tous, nous sommes d'accord là-dessus. Mais la société lui donne l'impression qu'on n'a pas besoin d'un homme à la maison quand on est autonome, indépendante et qu'on travaille, ce qui est totalement faux. Et la femme a l'impression aussi que le rôle et le statut qu'elle avait en Afrique
qu'elle acceptait avec humilité et amour, est un rôle qui ne lui sied pas. Pourquoi? Parce qu'elle a l'impression d'avoir été assujettie à l'homme, elle a l'impression d'avoir été dominée par l'homme, alors que c'est quelque chose qu'elle acceptait auparavant, qu'elle acceptait jadis en Afrique. Un petit lien avec l'émancipation un peu de la femme. Ça a un lien avec l'émancipation. Émancipation, on pourrait dire je ne dirais pas forcément l'émancipation, c'est un lien avec l'égalité des sexes qui est prônée dans les sociétés occidentales et qui n'est pas, qui existe aussi chez nous, mais qui n'est pas aussi mis de l'avant et qui n'est pas présenté de la même façon. Okay. Tout à fait. Et autre chose au niveau de la femme, nous avons le fait que quand une femme a des enfants, ou bien quand un couple a des enfants, souvent quand la femme divorce, il y a des allocations qui lui sont offertes, qui lui sont données, même par le gouvernement, et aussi des pensions alimentaires et autres. La femme pense qu'elle peut se suffire avec ce type de revenu, tout à fait, merci. Donc ça la pousse à être confortable. Ça la pousse à vouloir, tout à fait, ça la pousse à donner place à une pensée de séparation. L'option est ouverte. Tout à fait. Concernant maintenant le rôle de l'homme, on va parler du rôle de l'homme aussi dans la transformation de l'homme, parce que les hommes se transforment aussi quand ils arrivent ici. Donc l'homme qui arrive ici a souvent tendance à tomber dans une sorte de léthargie, parce qu'il y a, n'oubliez pas, les services sociaux qui sont faits, l'assistance sociale et tout, ils tombent dans une sorte de léthargie. Pourquoi? Parce que en Afrique, on le sait bien, c'est l'homme qui travaille, c'est l'homme qui devrait subvenir aux besoins de la famille. Souvent, il tombe dans une sorte de léthargie, laissant la femme travailler et subvenir aux besoins de la famille. Mais même quand tous les deux travaillent, tous les deux sortent le matin pour aller travailler et ramener de l'argent à la maison, l'homme, bien entendu, qui a gardé toujours la mentalité africaine, s'attend à ce que quand il arrive à la maison, que la maison soit propre, que le plat soit sur la table déjà apprêté et que madame aussi soit prête pour lui le soir, alors que les deux sont sortis pour travailler. Donc c'est autant de choses qui apportent de la discorde dans les foyers. Ça fait partie du premier point que j'ai appelé la transformation en fait des rôles des uns et des autres. Okay. Concernant la pauvreté, nous savons que pour la plupart, je vous dirais 90% des immigrants sont des immigrants économiques. On vient simplement parce qu'on cherche le bien-être, on cherche à être mieux lotis, mieux nantis que dans nos pays. Donc on se forme beaucoup d'attentes, on reste sur notre soif quand on arrive parce qu'il y a des réalités telles que la promiscuité, le manque d'emploi, les femmes africaines qui sont sous-employées, des salaires qui ne sont pas aussi hauts et souvent cette stigmatisation de la société vis-à-vis des immigrants. Ce qui fait qu'on se rend compte que les problèmes économiques aussi minent beaucoup les foyers et c'est le début de la déchéance de la vie conjugale. Pour finir avec le plan social qui est le troisième point, le plan social souvent est sur la base des traditions et des mœurs. On a des couples africains qui n'arrivent pas à intégrer leurs traditions et leurs mœurs aux us et coutumes de la société occidentale. Ils ne veulent pas s'adapter en fait. C'est ça. Il y en a qui ne veulent pas s'adapter, ce qui fait que quand il y a un partenaire qui donne une certaine ouverture à l'intégration, on se rend compte que si l'autre reste fermé, forcément ça crée une discorde. Et on l'a remarqué aussi chez les couples où peut-être l'homme, il vit déjà ici, il fait venir, ou bien il va en Afrique chercher une conjointe. Quand elle arrive ici, parce qu'elle a miroité beaucoup de choses à cause de l'argent qu'il a envoyé et autres, elle arrive, elle trouve que le monsieur vit dans un petit appartement vétus. Ben, comme on dit, quand les femmes elles arrivent, il y a un adage qui dit quand les femmes elles arrivent, elles ouvrent les yeux et elles prennent la peau d'escampette. Donc c'est autant de choses qui minent nos couples et qui augmentent les cas de divorce dans la société. En conclusion, c'est sûr que ce n'est pas une conclusion parce qu'il faut bien, comment dire, ouvrir les guillemets. Je dirais que nous devons savoir que le mariage ou bien la vie commune est un projet commun. Et nous devons partir sur des bonnes bases, des bases solides pour pouvoir gérer ce genre de crise, tout en sachant que nous sommes venus pour pouvoir avoir une meilleure vie, mais sans oublier en fait le fondement de ce qui est notre mariage ou bien notre vie commune. Avez-vous un message à passer, Prince, par rapport à... Disons, il a fait tout le tour, hein, il a tout dit. On n'a pas besoin de vivre au Canada pour parler des problèmes qui se passent également aux États-Unis ou ailleurs, parce que c'est un problème général. Je dirais tout simplement, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que les Africains n'arrivent pas à s'adapter. Ils n'arrivent pas à s'adapter et comprendre que les choses ont changé, les temps ont changé, les temps ont évolué et que les vies, nos coutumes, nos traditions, nos façons de faire doivent aussi changer par rapport au temps. Les raisons pour lesquelles il y a des divorces, il faut reconnaître, il a si bien dit, hein, tout jeudi,
lorsque vous amenez une femme, vous devez comprendre qu'à partir du moment où elle arrive dans un autre pays, elle ne va plus être la même personne. Ouais, il faut comprendre cela. C'est comme un enfant. Nos enfants d'aujourd'hui ne se comportent pas comme nous, on s'est comporté il y a 30 ans ou 40 ans. Les choses ont changé. Et lorsqu'on parle des divorces, même en Afrique aujourd'hui, le taux de divorce a augmenté parce que les choses ont changé. Les gens doivent le comprendre. Et vivre en société, c'est un sacrifice. Il faut comprendre les autres, il faut que vous entendez, il faut beaucoup de sacrifices. Et dans un ménage, c'est pareil. Chacun doit faire des efforts pour construire. Et je pense que lorsqu'on arrive, on se dit, on se suffit maintenant, je ne suis plus en Afrique, et puis j'ai plus besoin de l'homme, comme il a dit tout à l'heure. Je ne pense pas que ça devrait se passer comme ça, parce qu'on a besoin d'un partenaire. Définitivement. Oui, on a besoin de 1 plus 1 égale 2. Surtout s'il y a des enfants. Mais surtout aussi, il faut le souligner que Prince Dédé Yango a chanté l'amour. Ouais. Il s'est inscrit à l'école d'amour. Et moi, j'ai eu cette chance, Sandra, je peux le dire ici. Mon épouse n'est pas camerounaise, je l'ai épousée aux États-Unis. Okay. On a vécu aux États-Unis et avant de déménager pour le Cameroun, où nous avons fait 5 ans. C'est-à-dire qu'il faut des sacrifices, il faut comprendre. Elle est dans une nouvelle société qui est la société camerounaise. Et je dois comprendre qu'elle ne connaît pas notre système, elle ne comprend pas. Je dois être plus tolérant. Plus compréhensif. Oui, plus compréhensif. Et plus, il faut beaucoup de patience. Donc, dans une des chansons, j'ai d'ailleurs dit l'amour, c'est la patience, la tolérance et la compréhension, voilà. Je sais plus. Oui. On a l'impression que dans la société africaine, il y a moins d'affection en fait. Si on compare avec la société occidentale, il y a moins de je t'aime, il y a moins de... On voit moins souvent les Africains se tenir la main. Pourquoi, d'après vous, il y a cette différence au niveau des deux cultures? C'est question d'expression. Ouais, vous comprenez? Alors, on ne va non plus copier la culture occidentale. Nos parents ne disaient jamais je t'aime, mais ils avaient une autre façon d'exprimer leur amour, les sentiments. Je dis, on peut apprendre, mais pas forcément. Si vous aimez quelqu'un, vous pouvez savoir que votre partenaire vous aime ou pas sans qu'il le dise. Par les actions. C'est pas, il faut pas. Ça peut être des dires. C'est plus facile. Je peux dire je t'aime alors que je t'aime pas. Ouais, il faut que le je t'aime se matérialise dans les actes, se concrétise. Donc, bon, maintenant, on s'est dit, pendant que nous vivons, nous ne savons pas combien de temps nous avons à mettre. Oui, et c'est quand votre bien-aimé n'est pas là, n'est plus là, quand vous perdez quelqu'un de cher et vous vous rendez compte que vous ne lui avez pas dit combien vous l'aimiez. Donc, quelque part, on s'est dit, c'est bien de dire à quelqu'un que je t'aime. Même si on sait qu'il le sait, juste même si le fait de l'entendre, ça doit toujours... Pendant qu'il est là, pendant que vous êtes ensemble, dites-lui que je t'aime. AF Institut est un centre de beauté multi-ethnique. Notre concept est de créer dans un même espace plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la beauté. On a besoin de se servir du téléphone cellulaire pour exprimer son amour à son cher, à sa dulcinée. Et puis, on s'est rendu compte que c'est bien important, mais il y a aussi il y a beaucoup d'effets négatifs qui se cachent derrière ça. Donc, pour avoir plus de détails, Ramata, justement, est allé faire quelques recherches là-dessus. Et bien évidemment, comme Sandra vient de le dire tantôt, j'allais vous parler du téléphone cellulaire. C'est un outil qui est utilisé par tout le monde, même nos petits-enfants. Et bien, c'est très dangereux parce qu'à travers mes recherches, j'ai pu découvrir certains problèmes néfastes pour la santé humaine, tels que les risques de cancer, de céphalée, de maux de tête et parfois même de perte de mémoire. Je tenais quand même à vous mentionner que le téléphone a été créé par Martin Cooper, qui est un ingénieur chez Motorola. La première marque de téléphone était le Dynatax 8000X. À l'époque, le but du téléphone était effectivement d'émettre et de recevoir des appels en cas de besoin. Mais aujourd'hui, on constate que le téléphone cellulaire est utilisé pour plusieurs autres raisons, comme aller sur des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram, Twitter, ou même pour jouer à des jeux en ligne. Donc voilà, ce qu'on conseille souvent, c'est d'éloigner le téléphone le plus possible du corps, au moins à 8 cm, et même le plus souvent changer de côté d'une oreille à l'autre, parce que parfois le téléphone s'échauffe beaucoup à cause de la radiofréquence et des ondes aussi qui se propagent sur le téléphone.
Et aussi éloigner le téléphone de l'enfant, utiliser des écouteurs, des Bluetooth, utiliser le mode main libre et le plus possible limiter les conversations longues. Si vous avez un message court à passer, passez par message texte, pourquoi pas. En ce cas, nous qui sommes tout inscrits à l'école d'amour, comment est-ce qu'on va donc exprimer nos sentiments si notre partenaire n'est pas à nos côtés? Prince? Je parle surtout du téléphone comme Ramata l'a mentionné. Je dis, toute chose doit être contrôlée. Il ne faut pas exagérer. On n'a pas besoin, puisque on est conscient quand même, parce que le téléphone, ça utilise ces radiateurs, c'est comment je peux dire? Ça utilise les radiations. Les radiations. Les ondes, en fait. Les ondes. En n'importe comment, on devrait comprendre qu'il y a des conséquences, même si on n'avait pas mentionné le cancer, puisqu'il y a des ondes. Et à chaque fois, quand tu restes longtemps au téléphone, tu sens que tu as les maux de tête. Exactement, parce que même le téléphone, il se chauffe assez facilement et rapidement. Mais je dis, il faut contrôler. Moi, personnellement, ce que je fais, je ne reste pas longtemps au téléphone, je ne prends pas tous les appels. Sandra le sait un tout petit peu. Non, je ne prends pas tous les... Parce qu'on se fatigue à longueur de journée et c'est même une distraction, le téléphone. C'est une distraction. Donc je pense tout simplement que toute chose qui n'est pas contrôlée a des résultats négatifs. Bon, maintenant, il ne faut non plus habituer quelqu'un à dire je t'aime à tous les secondes. Donc, quand on prend l'habitude, on ne s'en sépare plus. Donc autant mieux contrôler toutes ces choses. Tout doit être bien contrôlé. Nous avons besoin de savoir quelque chose, la suite de l'affaire. Vous êtes élu de la SOCAM, de la SOCAM, vous êtes élu 6 semaines de travail. Qu'est-ce qui se passe? Je commence à mettre ça derrière moi, mais c'est vrai que les gens ont besoin de savoir. Ils ont besoin de savoir. Oui. J'ai été élu comme président de la SOCAM le 2 novembre 2012. C'est quoi un peu la SOCAM? La Société de droits d'auteur de gestion collective. Oui, je crois que ici il y en a aussi, j'ai oublié un peu le nom. Oui. Alors, avant les élections, il fallait émettre les dossiers. Donc, on a donné les conditions que je remplissais. Mais avant cela, je dois souligner ceci. Je suis membre de la Société de gestion collective du Cameroun, comme Camerounais. Je ne suis pas membre pendant 30 ans. Je touche mes droits comme Camerounais. Personne ne m'a dit pourquoi tu utilises la carte d'identité nationale pour toucher tes droits. Et je ne suis pas, nous n'avons pas des partenariats de réciprocité pour dire qu'un Américain est membre d'une société au Cameroun. Il ne faudrait même pas que je sois membre dans le cas où je suis américain. Il ne fallait même pas que je sois membre parce que je suis américain. Mais malheureusement, c'est des choses que on le fait par ignorance, malheureusement, comme je l'ai dit. Alors, avant les élections, ils ont abordé certains perdants, certaines personnes qui savaient qu'ils vont perdre face à moi. Donc, ils ont ramené ce problème de double nationalité que nous vivons dans notre constitution, qui est une très mauvaise interprétation d'ailleurs. Et la même ministre a dit, tout candidat doit se présenter. Ils ont saisi le ministre pour que je sois disqualifié, que je ne sois pas candidat. Ils ont fait des bruits pendant près de 3 mois dans les chaînes de télévision, des radios, et que j'étais américain. Et c'est elle qui dit, il faut laisser que tout candidat puisse passer. D'ailleurs, elle également a encouragé un candidat qui ne devrait plus se présenter parce qu'il a été poursuivi pour des malversations. Et c'est elle qui a demandé qu'on le laisse passer, croyant que ce candidat va gagner face à moi. Alors maintenant qu'on gagne les élections, je commence le travail, j'ai fait des propositions, je l'ai rencontré quelques fois, pour lui parler un peu de la vision, ce que je pensais qu'il fallait faire pour remettre de l'ordre dans le droit d'auteur qui ne fonctionne plus depuis qu'elle est là. Parce que depuis qu'elle a pris le portefeuille ministériel, c'est là où on a fermé les salles de cinéma, c'est là où il n'y a plus de salles de spectacle, c'est là où les artistes n'ont pas de répartitions régulières, c'est là où il y a le désordre qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, je pensais qu'elle avait besoin de l'aide et que c'est les artistes qui étaient désordonnés. Je ne savais pas que derrière tous ces désordres, c'est elle qui était instigatrice. Donc c'est là où je n'ai pas compris. Donc pour moi, je trouve des malversations et je propose l'audit
Ouais, parce qu'on ne peut pas prendre une entreprise sans faire le tas de lieux, sans toutefois, même si on est puni par ceux qui ont commis des malversations, mais ne serait-ce que les interpeller et que chacun sache que tel a fait ceci, tel a fait cela. C'est qu'elle ne veut pas, c'est qu'eux ne veulent pas entendre parce que ceux qui ont géré sont des protégés de Madame le ministre et il ne veut pas entendre parler de l'audit. Et les artistes, eux, ils font rien pour se révolter, pour faire arrêter ça. Les artistes, vous savez, comme ça se passe chez nous, les gens sont manipulés. C'est l'achat de conscience, c'est la corruption. Les gens, pour les artistes, c'est même d'ailleurs la chose qui est déplorable chez nous parce que quand on parle même d'achat de conscience, on donne 20 000 francs CFA aux gens et ils changeaient de camp. Ouais. On donne 50 000, ils changeaient de camp. Donc je vais dire, c'est un problème difficile et le mal est vraiment profond parce que on se demande jusqu'à quand et comment ça va se passer. Alors j'ai porté plainte, certes, et j'ai porté plainte au début. Parce que lors de la rencontre avec elle, comme vous avez dit, elle n'a pas été compatissante, c'est ça? Non, elle n'a pas. D'ailleurs, quand je fais je convoque le premier conseil d'administration. Oui. Dans nos statuts, il faut un représentant du ministre ou elle-même. Ce que j'ai fait, elle a envoyé un représentant. Le 6 décembre, elle a envoyé un représentant. Le conseil d'administration s'est bien passé. Maintenant, j'ai fait des propositions parce que pendant le conseil d'administration, j'ai insisté qu'il faut interpeller ceux qui ont commis des malversations. Parce que les artistes, depuis très longtemps, vivent mal, ils ne vivent pas de leurs droits, ils travaillent pour rien, ils n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école, ils ne peuvent pas se soigner, il n'y a rien du tout. Et ceux qui profitent de leur argent, c'est les gens qui n'ont pas travaillé et qui n'ont pas droit à cet argent. On peut donc pas, à mon avis, on ne doit pas continuer à fonctionner comme ça. Ce qu'eux, ils encouragent. Donc, et voilà, jusqu'à présent, le procès est là, mais je suis désintéressé personnellement. Je suis désintéressé, donc je ne suis pas au courant du procès. J'ai dit aux avocats, ça ne m'intéresse plus parce que c'est perte de temps, perte d'énergie, perte de santé et tout ce que ça comporte. Je n'ai jamais fonctionné avec le droit d'auteur, je n'ai jamais vécu de l'argent des droits d'auteur, ça ne change rien dans ce que je fais. J'ai voulu tout simplement apporter un nouveau souffle et changer la vie des artistes parce que c'est un peu fatigant à chaque fois qu'un artiste est malade qu'on nous appelle pour cotiser. Quand un artiste meurt, qu'on nous appelle pour faire des cercueils. Quand un artiste meurt, les enfants ne savent pas ce que les enfants deviennent. Il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Il y a tout cela. Donc, du retour au pays, je me suis dit, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Mais c'est compliqué parce que le mal est profond. Et là, la suite, vous avez porté plainte. La suite, on la saura dans quelques minutes, surtout après la pause. Ouais. AF Institut est un centre de beauté multi-ethnique. Notre concept est de créer dans un même espace plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la beauté. À AF Institut, nous prenons soin de tout type de peau et de cheveux, du plus fin au plus crépus. Nous offrons des services complets en manicure, pédicure et pose d'ongles. Dans un cadre accueillant, propre et chaleureux, nous offrons des services en soins esthétiques et en massage. Avec une très large gamme de produits variés en soins cosmétiques et capillaires. AF Institut, votre nouvelle destination beauté. Prince, connaissez-vous AF Institut? Oui, j'ai été invité pour faire un tour. Donc j'ai fait un tour là-bas, j'ai trouvé que c'est beau, c'est bien. Très propre et tout. Oui, tout à fait. Service soigné, il s'agit tout simplement de AF Institut, bien sûr, c'est notre sponsor officiel. Donc merci AF Institut. Et puis voilà, Prince, pour continuer à agrémenter notre émission, nous allons passer un extrait de votre dernier album, Appelle-moi. Kali Abdoulaye.
c'est le titre phare? Oui, de mon dernier album. Oui, du dernier album. Qui date de 2012. Oui, Ok. 2012. À qui vous demandez à qui de vous appeler en fait? Est-ce à moi? À vous. Ok, Sandra. Sandra, appelez-moi, je suis là, mais voilà là. C'était Appelle-moi, j'ai vu Ramata danser. Oui, j'ai beaucoup aimé le beat, le mouvement et tout. Voilà, c'est pour vous. C'est ça. Une invitation en Guinée? Oui, certainement, pourquoi pas. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Hein. J'adore la musique guinéenne en fait. Très. C'est ça, nous aimons tous la Guinée. Et justement, la Guinée vient de vivre quelque chose de dramatique à la plage tout récemment. Ah ouais. Nous avons eu cette chance, Hawa, elle a fait des recherches là-dessus. Ouais. Et puis, on t'écoute, Hawa. Justement, on parle de spectacle et c'était justement lors d'un spectacle en Guinée qu'on a créé à la plage de Rock-Bané. C'était un spectacle d'Instinct Killer qui sont des groupes jeunes, Instinct Killer, Banlieusards, qui ont fait un spectacle le lendemain de la fête du mois de Carême, de la rupture du mois de Ramadan. Et puis ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens, de jeunes surtout, et il y a eu donc beaucoup de morts dans beaucoup de bousculades. Et entre autres, il y avait 30 morts et parmi ces 30 morts, il y avait eu 15 jeunes filles de moins de 15 ans. Et donc ça a été une grande perte. Et ce qui est dommage en fait, ce qu'on peut remarquer, c'est que la sécurité qui s'occupait de cet événement était en petit nombre pour un grand public. Et surtout, ils ont mis aucune limite, c'est-à-dire aucune limite d'âge. Donc tous les enfants pouvaient rentrer. Il y avait un jeune de 8 ans d'ailleurs qui fait partie des morts. Il y a plusieurs questions qui se posent, plusieurs polémiques. Et on se demande si c'est la faute des parents qui laissent leur jeune enfant sortir aussi tard plutôt, ou c'est la faute de la sécurité de l'organisation qui n'a pas assez prévu une plus grande quantité de sécurité. Donc c'est très dommage parce que ça touche la jeunesse guinéenne et on s'entend qu'on vise sur la jeunesse pour faire l'avenir de la Guinée. Et aux nouvelles, vous aviez quelque chose de nouveau? Oui, récemment on a appris que Ablaye Mbaye, qui fait partie du groupe organisateur de l'événement, du groupe DJ First Street, a été emprisonné récemment. Et donc ça aussi, ça fait une polémique. Il y a plusieurs jeunes qui se sont levés pour lui. Aussi, il y a Malik Kébé qui est aussi dans le mouvement culturel de la Guinée, de la communauté guinéenne, qui aussi fait partie des prisonniers. Entre autres, il y a aussi le directeur général de l'organisation des spectacles qui a été suspendu de ses fonctions. Le président a pris plusieurs mesures de sécurité pour éviter ce genre. Et c'est dommage parce qu'un même événement a eu lieu plus tôt, en janvier 2014, à la plage Lambani, où il y avait un spectacle de Takana Zion qui a fait 10 morts. Et cet événement fait en sorte justement que le président de la République, M. Alpha Condé, a coupé tout spectacle, a donné en fait l'interdiction de tout spectacle dans les plages pour justement éviter ce genre de polémique. Et c'est la raison pour laquelle M. Ablaye Mbaye a été emprisonné, parce qu'il n'avait pas le droit en fait de faire ce spectacle. Okay. Il l'a fait sous la table et ça a créé beaucoup de polémiques et ça a été très malheureux. Ouais. Et c'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est cette recherche constante de l'argent, la sécurité qui ne voulait pas imposer de limites, qui a fait en sorte qu'ils acceptaient tout le monde pour avoir plus d'argent, mais plus de dégâts. Wow. Ouais. On se rend compte que c'est un problème qui est récurrent un peu dans le monde du spectacle. Prince va sûrement être d'accord avec moi que la limitation des places souvent n'est pas respectée. On prend des salles, on prend des places, des endroits qui demandent peut-être 200 assistants, bien 200 spectateurs. On en met 400 simplement parce qu'il faut bourrer les salles pour la part du gain. Et souvent la sécurité ne suit pas. Et même aussi les salles, là c'était à une plage. On est d'accord que déjà ils n'avaient pas le droit de le faire, d'après ce que Hawa nous disait tout à l'heure. Mais en plus de cela, il n'y avait pas assez de sécurité et on a permis à tout le monde de pouvoir rentrer. Et c'est à cause de ça qu'il y a eu une bousculade, on a marché sur certains, et puis il y a eu... Je pense que d'ailleurs aussi, j'ai vu une vidéo sur Facebook des chanteurs, effectivement, banlieusards, qui disaient par exemple que pendant une année, ils n'allaient plus faire de spectacle, justement. Ouais, ils ont été vraiment désolés, ils ont présenté leur... C'est touchant. C'est très touchant parce que est-ce que le lieu même est indiqué pour le spectacle? Une plage. Voilà des questions qu'il faut se poser. Et même nous, Africains, chaque fois, on ne prend pas des dispositions. On fait des concerts même dans les salles qui ne sont pas appropriées. Par exemple, il n'y a pas des issues de secours, par exemple. C'est lorsqu'on est face à des situations comme ça qu'on en prend conscience et on commence à réfléchir. Mais on ne devait pas arriver à cette perte humaine qui est quand même énorme. Et une perte dans la population la plus jeune. Comme vous dites tout à l'heure, c'est une plage, effectivement. Et moi, j'ai été en Guinée, j'ai pu participer à un spectacle dans cette plage. Et effectivement, à partir de 17h, la haute marée monte. Bien sûr. Donc, c'est ça qui a causé les bousculades, en fait. Tout le monde se ruait sur une même sortie qui équivaut à la sortie et à la rentrée. Donc, ça partit de là.
là et ils n'ont pas prévu ça malgré le nombre de spectacles qu'ils ont l'habitude de faire sur cette plage. C'est très dommage. D'habitude, je pense que les spectacles se faisaient au Palais du Peuple qui est en ville. Mais comme ma collègue Awa vient de le mentionner, peut-être que pour un gain d'argent, une surplus, et peut-être pour ça, ils choisissent un peu... Ben, il faut avouer que c'est assez triste, mais on ne va pas juste rester là-dessus parce qu'on a cette chance que Kiteki se trouve présentement en Jamaïque, du côté de la Jamaïque, où elle nous parle des marrons noirs. Bonjour à toi Kiteki. Bonjour Sandra. Aujourd'hui, je vais vous parler des nègres marrons, une communauté bien spécifique à la Jamaïque qui recèle de nombreux secrets. Les nègres marrons sont une communauté particulière à la Jamaïque et leur particularité, c'est qu'ils sont composés d'anciens esclaves affranchis. En fait, au 19e siècle, menés par une certaine Nani des Marrons, ils ont décidé de se rebeller contre le pouvoir des colonisateurs anglais et espagnols. Suite à ça, à leur rébellion, donc, ils se sont enfouis dans la forêt, dans des zones reculées en Jamaïque et plus spécifiquement à l'ouest et à l'est, et ils ont formé leur communauté, les nègres marrons. Ils sont composés en fait d'Africains originaires spécialement du Ghana, du Bénin et du Togo. Ils ont formé leur communauté dans les forêts de Jamaïque et jusqu'aujourd'hui, donc 200 ans plus tard, ils continuent à perpétuer leur culture et leurs traditions. Récemment, ils ont été nommés par l'UNESCO comme patrimoine mondial culturel et aujourd'hui, des visiteurs viennent du monde entier pour saluer leur bravoure et saluer leur courage. Il faut savoir que parmi eux, il y avait une héroïne nommée Nani des Marrons et elle figure à l'heure actuelle parmi la seule héroïne encore enseignée à l'école en Jamaïque, aux côtés de grands autres personnages comme Marcus Garvey, etc. Donc Nani des Marrons, elle demeure encore actuellement en Jamaïque une figure importante, spécialement pour les femmes, hein. Il faut dire parce que Nani était réputée pour être quelqu'un de très maternel, protectrice, et aujourd'hui elle est encore citée comme référence pour les femmes. Et dans les foyers en Jamaïque, il y a beaucoup de maisons qui ont son célèbre portrait à l'intérieur de leur salon actuellement en Jamaïque. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié ce petit bout d'histoire en Jamaïque avec Kiteki. À vous Sandra, à vous la parole. AF Institut est un centre de beauté multi-ethnique. Notre concept est de créer dans un même espace plusieurs métiers complémentaires dans le domaine de la beauté. Voilà. Prince Dédé Yango, on veut savoir la suite. Ça, aujourd'hui, on n'est pas encore assasié. Enfin, la suite vous avez porté plainte. Ouais, bon, là, vous portez plainte contre qui, en fait? Contre le ministre. Contre Madame le ministre qui n'a pas le droit de prendre ses décisions. Ce sont des décisions illégales. En effet, c'est une société des artistes, c'est une société privée. Oui. C'est une société civile de droit privé. Donc, elle n'a pas le droit de... C'est un abus d'autorité, en fait. Et puis, je dis aujourd'hui... Donc, l'affaire est au tribunal et comme vous savez, ça peut prendre... C'est toujours au tribunal? Oui, bien sûr que ça va rester là-bas. Bon, voilà, pour votre information, elle a eu des problèmes en 2008 avec Sambende. En 2008, et Sambende vient de gagner le procès à la Chambre administrative. Oui, ça a quand même pris combien? 8 ans 8 ans quand même. Donc, vous pouvez imaginer, c'est un problème qui va prendre beaucoup de temps pendant qu'elle est là. Je trouve que c'est perdu d'avance pendant qu'elle est ministre. Elle va utiliser le pouvoir de ministre pour faire ce qu'elle veut faire pour influencer la justice. Donc, je dis c'est autant de problèmes que nous vivons en Afrique en général. Et je dis le problème de double nationalité ne devrait pas être un problème en fait pour un pays qui doit avancer, parce qu'on voit ça partout. Pour une société qui doit avancer, on ne doit pas parler de double nationalité. D'ailleurs, on n'en parle même pas au Cameroun. Ça n'a jamais été un problème, ni dans le discours du chef de l'État qui se plaint que ça ne fonctionne pas, que les ministres ne font pas les boulots, la société reste stagnante. Il ne parlait pas des problèmes de la double nationalité. Et je me dis, c'est dommage qu'une autorité soulève un problème qui aujourd'hui n'est pas un problème de Yango, mais qui est un problème de la diaspora, le problème de tous les autres Camerounais. Parce que chaque famille a un enfant américain ou canadien ou français ou encore chaque famille aujourd'hui en Afrique. Donc on ne devrait plus s'attarder à ce genre de choses. Donc l'affaire est au tribunal, mais comme je dis,
Même si on m'appelait aujourd'hui pour reprendre le poste, je ne le ferai pas. Vous ne le ferez pas? Non. Alors non. que devient la SOCAM aujourd'hui après? La SOCAM est fermée, ça ne fonctionne pas. Vous savez, quand dans toutes les provinces? Tout est fermé, oui. Toutes les régions sont fermées, ça ne fonctionne pas. Si le problème, c'est moi, je ne comprends pas pourquoi il n'arrive pas à fonctionner. Si le problème, c'est un Ndédé Yango, pourquoi on n'enlève pas l'américain et qu'on garde un conseil d'administration de 14 personnes? Est-ce qu'il n'y avait pas eu une équipe intérimaire pour... C'est ce que j'ai dit. Un conseil d'administration, je suis président élu, j'ai quand même 14 administrateurs. Oui. J'ai une vice-présidente, ça veut dire quand je ne suis pas là, la vice-présidente doit prendre les fonctions. Pourquoi elle empêche tout le conseil d'administration de fonctionner? Qu'est-ce qu'elle répond à ce pourquoi? Non, ben, tout le monde le sait, c'est des choses, c'est la corruption, c'est des intérêts personnels. C'est les conflits d'intérêts, des abus de pouvoir. C'est des intérêts personnels, tout simplement. Dommage. Et puis c'est l'artiste qui souffre, c'est l'artiste qui perd. Donc là, elle est vraiment prête à sacrifier le bien-être des artistes. Oui, c'est ce qu'elle fait. Voilà. Des projets à venir? Ben, je suis occupé par ma tournée en ce moment, et puis je me réinstalle aux États-Unis, donc je vais vivre entre les deux parce que j'avais un peu abandonné ce côté aussi. Ok. Ouais, donc mon nouvel album qui va sortir là, je suis en chantier également. Ok. Ouais, il serait sorti d'ici le mois d'octobre, novembre, plus tard. Ouais. Alors, ce moment, c'est ça. Ben, on vous souhaite de bonne continuité pour votre tournée nord-américaine. Merci beaucoup, Sandra. Bon vent pour vos projets. Bon vent pour Fusion Live. Tout à fait. Et sachez que vous êtes toujours le bienvenu à Fusion Live. Avec beaucoup de plaisir. C'est la fin de l'émission. Nous vous disons merci. On ne saura se quitter sans dire merci à Cover Grace. Vous avez remarqué, toutes les filles sont en beauté. C'est justement grâce à Cover Grace que vous avez découvert tout à l'heure. Elle était là. Qui est notre maquilleuse. Notre maquilleuse. Merci à toi, Cover Grace. Nous pensons aussi à Ultramar Saint-Jacques. Si vous faites un tour du côté de Saint-Jacques à Montréal, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre tout simplement à Ultramar Saint-Jacques et puis vous ne serez pas déçus. Merci à... Merci à F Institute, qui est notre partenaire principal. Merci à Prince Yango, qui a été là ce soir avec nous. Tout à fait. Et puis, ça nous a permis de découvrir l'homme à travers sa musique. L'homme qui stigmatise les problèmes et les fléaux de la société. Mais aussi, ça nous a permis de mieux comprendre le combat qu'il a mené au niveau de la SOCAM. Ce n'était pas un combat forcément personnel à lui, mais c'était pour pouvoir aider la population artistique. Et on sait que même s'il est loin du Cameroun, ça reste toujours dans ses pensées et puis c'est un combat qu'il mène même en esprit. Vraiment, félicitations et merci. Il le dit si bien, même si je ne suis pas président de la SOCAM, je serai toujours là. Tout à fait. Même si j'ai la double nationalité, je serai toujours là pour vous. Fusion Live, nous serons toujours là pour vous. À la prochaine. Salut. Salut.